Vendredi 21 juin 2019, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes sur votre chaîne, la chaîne qui vous permet de mieux comprendre l'actualité. Hier, 20 juin 2019, le chef de l'État était en visite d'amitié et de coopération au Nigeria. Patrice Talon et Muhammadu Buhari ont échangé sur des questions d'intérêt majeur. Nous allons pouvoir analyser ce soir avec nos invités ce pan de l'actualité en fin de journée, ce 20 juin toujours. Patrice Talon a reçu en audience les cadres, les sages et notables de la commune de Kaourou. Vous le savez, Kaourou qui était le théâtre de violents affrontements. Et donc, c'est dans le cadre du dégel de cette crise dans cette localité du Bénin. Et donc, nous y reviendrons plus amplement avec le décryptage qui sera fait, bien évidemment, à travers ce plateau spécial de ce soir. Et je voudrais vous présenter nos invités. Le premier nom, El Hadj Rabiou Garba. Il est le président de Sintra INAB. Et vous comprenez donc, il est transporteur. Il représente les transporteurs sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Frédéric Béanzin, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Sur ce plateau, également Abel Dako, il est correspondant de FM Liberté Chicago au Bénin. Bonsoir à vous. Bonsoir Romiad, bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. La première question, je vous la pose. Patrice Talon, en visite au Nigeria, on avait attendu cela il y a longtemps. Finalement, c'est fait. Quelle lecture vous en faites? Écoutez, Romiad, la lecture qu'on peut en faire en tant que spécialiste de la question, c'est que cette visite est une visite stratégique. Stratégique pour plusieurs raisons. La première fondamentale, c'est que d'aucuns n'ont jamais compris les stratégies du chef de l'État béninois. Vous l'avez notifié en début de cette émission spéciale. Vous savez, le chef de l'État était attendu au Nigeria contre toute attente. Et il a notifié à travers un communiqué gouvernemental, il ne pourrait plus se rendre au Nigeria. Pour des questions urgentes au pays. Au pays. Alors, il prend tout le monde. Du coup, la semaine suivante, il se rend au Nigeria au moment où plus personne ne s'y attendait. Parce que pour la plupart, le chef de l'État ne se rendrait jamais au Nigeria. En tout cas, pas de sitôt. Pas de sitôt. Parce que pour les uns, ce n'est pas nécessaire. Pour les autres, il a toujours bafoué les institutions de la CEDEAO, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous savez, chaque chose a son temps. Et chaque temps a sa chose, comme le dirait l'autre. Donc il fallait donc que la température baisse légèrement avant que le chef de l'État ne prenne les taureaux par les cornes. La deuxième raison fondamentale, vous savez, en matière donc de communication gouvernementale, il ne sert à rien de se précipiter. On en parlera davantage parce que, vous voyez, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher au chef de l'État, au moins, on l'a jamais entendu dire « je n'étais pas au courant de telle situation ou de telle autre ». Et donc, vous pouvez comprendre que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation que traverse notre pays en ce moment. Et pour lui, vous voyez combien de fois ça ne fait pas office véritablement de situation. Et vous avez vu la posture de l'homme au Nigeria quand il était aux côtés donc, de son homologue, le président Muhammadu Buhari. Et ça se comprend. En matière de communication, ça se comprend, ça se lit, ça s'interprète, ça s'analyse. Voilà. Vous, transporteurs, le bon voisinage avec le Nigeria, ça devrait vous tout de même vous réjouir. Merci, monsieur le journaliste. Comme l'a dit mon prédécesseur, la visite du chef de l'État au Nigeria a été une surprise pour certains. Mais pour d'autres, ce n'était pas une surprise parce que, comme l'a dit mon prédécesseur, chaque chef d'État a sa stratégie. Celle de son Excellence le président Talon est de ne pas suivre les rumeurs, mais de surprendre de façon, de surprendre la population de façon vraiment agréable. Sûrs et certains, ceux que l'ont vu hier au Nigeria, étaient surpris. Et l'accueil qui lui a été réservé, beaucoup ne s'y attendaient pas. Pour eux, c'est dans une fièvre Il y a des qu'on allait le recevoir, mais
on était vraiment sidérés par l'accueil qui a été réservé au chef de l'État. C'est pour dire à la population que, excusez-moi du terme, certains oiseaux de mauvaise augure mettent toujours, c'est-à-dire cherchent à envenimer les bons rapports qui lient le Nigeria et le Bénin, mais c'est des rapports qui personne ne peut. C'est un lien que Dieu a créé parce que et qui existera, qui existera toujours parce que si au moment où Dieu créa la terre, s'il demandait aux premiers hommes du Nigeria, voulez-vous avoir, quels sont les pays que vous voulez avoir comme voisins? Peut-être ils diraient, nous ne voulons pas avoir le Bénin comme voisin. Mais le Bénin, si on demandait aux premiers hommes béninois, ils diront, nous voulons avoir le Nigeria comme voisin. C'est pour vous dire, on ne choisit pas son voisin, c'est Dieu qui le choisit. Et donc pour vous, voilà, c'est naturel. Merci. Frédéric Bianzin, la visite du chef de l'État, quelle portée vous en donnez? Bon, vous ne serez pas étonné lorsque moi, mon analyse diffère de celle des autres, puisque chacun de nous occupe un angle donné. Moi, je suis politique. Donc, ma lecture de la visite ne peut être que politique. Chers amis, vous savez bien qu'il y a environ 2-3 semaines, le président Buhari était réinvesti pour un nouveau mandat. Et les règles du bon voisinage, quand même, demandaient que le président Talon y soit. Mais les problèmes internes, les secousses internes, les différents sujets majeurs que le président Talon a gérés au Bénin ici ne lui avaient pas permis d'effectuer le déplacement. Après, il y a la journée de la démocratie. Le 12 juin. Le 12 juin, où beaucoup de chefs d'État africains y étaient. Et le chef de l'État, naturellement, le Bénin étant un État souverain, a été aussi invité. Ce n'est pas par hasard. Donc, mais vous constatez que le chef de l'État, bien que annoncé, n'était pas parti. Mais ce n'est pas le programme du gouvernement ou de la présidence qui a communiqué ce voyage. C'est l'invitation que les gens ont eu à publier. Donc le chef de l'État n'avait pas annoncé formellement ce voyage-là pour se rendre au Nigeria. N'oubliez pas que le 29 prochain, il aura donc la question, il aura le sommet de la CEDEAO, où ce même président Buhari va présider. Je crois que il était normal que le président Talon soit parti au Nigeria rencontrer son frère et ami bien avant ce sommet. Parce que, comme les amis le disaient, le Bénin et le Nigeria partagent beaucoup de choses ensemble, surtout les peuples. Nous avons des peuples à cheval entre le Bénin et le Nigeria. Et le problème que nous vivons même aujourd'hui, que nous appelons à tort ou à raison crise politique, a rapproché beaucoup de faits entre des Béninois et des Nigérians. Et il est de bon ton que les partis, en tout cas le président Talon et son frère et ami, grand frère, son aîné, Buhari, qu'ils discutent de certains sujets avec lui avant qu'il ne se rendait aux travaux, donc, au sommet donc, de la CEDEAO, parce qu'il serait très mal vu que ce soit là-bas, que nous veillons ou non. Le Bénin la question béninoise sera évoquée à ce sommet. Je sais à quelle position et quelle sera la position donc, de la question béninoise, mais c'est clair qu'il serait bien que le président Talon puisse échanger avec son aîné et qui devait bien comprendre la situation. N'oubliez pas que à un certain moment, le président Buhari a envoyé des émissaires ici rencontrer son jeune frère, et il est normal que les deux échangent véritablement face à face, tête à tête. Et certainement, ce n'est pas que ces questions. Non, c'est sûr. Il y a tout de même des questions d'intérêt majeur, parce que là, les États, c'est d'abord des intérêts, c'est d'abord des profits. Abel Dako. On ne peut pas, au cours de cette rencontre-là, dire que c'est en amont à ce sommet qui se tiendrait le 29 prochain. Non, ce serait faire une analyse, à mon point de vue, ce serait faire une analyse, excusez-moi, un peu biaisée de la situation. Le chef de l'État s'est rendu au Nigeria
C'est vrai, en amont, au sommet du 29 prochain, d'accord, mais la préoccupation majeure, c'était donc d'échanger au sujet donc, de la crise qui secoue en ce moment le Bénin. Parce que, qu'ils vous souviennent, le président nigérien a été rappelé à l'ordre. Pardon, ce serait un peu fort de le dire ainsi, mais il a été rappelé expressément pour discuter de cette situation-là avec son homologue béninois. Et c'est en prélude à ça qu'il a, et vous faites bien de le rappeler sur ce plateau, d'envoyer ses émissaires au Bénin, dont un compte rendu lui a été fait. Après ce compte rendu, il était donc normal que les deux s'entretiennent pour pouvoir s'entendre sur, enfin, pour que celui-ci lui explique de fond en comble, parce que vous savez que c'est le premier citoyen béninois. Et donc, c'est lui qui est concerné. Il fallait donc qu'il se déplace pour aller expliquer la situation à son homologue qui est en charge. Mais au-delà de tout ça, il y a des relations bilatérales. C'est clair. Ça, c'est le plus important. Vous savez, le Béninois voudrait vivre mieux, le Nigérien aussi. Et donc, il y a des questions, au-delà du bon voisinage, il y a des questions de profit. Vous êtes dans le business, on pourrait le dire comme ça. Et donc, il y a aussi des profits. C'est vrai. Tantôt, je disais tantôt que si la question était posée aux premiers hommes nigériens, voulez-vous comme voisins les pays? Quels sont les pays que vous voulez avoir comme voisins? Je dirais tantôt que les Nigériens allaient dire le Bénin. Allaient dire non, ne voulaient pas dire le Bénin. Mais on posait la même question aux premiers hommes de la terre qui ont atterri sur la terre béninoise, diront nous voulons avoir le Nigeria comme voisin. Ça vous étonnerait que je m'exprime ainsi, mais un pays d'une superficie de 112 622 km et un pays d'une superficie de plus d'1 million et quelques, beaucoup de millions, et d'une population de plus de 200 millions, regardez un peu les avantages. Raison pour laquelle je disais que le Bénin choisirait le Nigeria comme pays voisin. Et ça se lie aujourd'hui. Les avantages que le Bénin, étant voisin du géant que nous avons, comparativement à d'autres pays qui sont loin du Nigeria, ce n'est pas la même chose. Donc sur ce, il urge que les deux pays entretiennent de bons rapports. Le grand est toujours utile au petit, et le petit aussi a son utilité à côté du grand. Tout à fait. Parce quand que nous rentrons dans il y a beaucoup de Nigériens ici. Beaucoup, assez. Si nous rentrons dans le monde des affaires, ce n'est un secret pour personne. Ce que le Nigeria représente pour le Bénin, je pense bien c'est ce que, loin de dire avec exactitude, ce que l'Allemagne représente pour la France. Très bien. Vous parliez de profit. C'est clair que entre les deux pays, c'est une question de profit, de business, parce que qu'ils vous souviennent que avant cette rencontre entre les deux chefs d'État, il y avait une question liée au business pour vous emprunter le thème. Vous vous rappelez, l'un des grands Nigériens, homme d'affaires, se serait révolté. Le verbe est un peu trop fort contre la situation économique. D'ailleurs, le deuxième fortuné du Nigeria, était au Bénin. Juste après cette situation-là où il a dit que, bon, voilà, il faut retirer ci par rapport à un autre fortuné nigérien dont je ne voudrais pas appeler le nom ici. Chacun a été informé de cette situation. Et c'est juste au lendemain de cette situation-là que celui dont vous avez évoqué le cas tout à l'heure était passé en République du Bénin où il a passé de bons moments avec le chef de l'État, où il a été reçu en visite. Ils ont fait. Il a rencontré d'ailleurs les jeunes béninois pour parler de l'entrepreneuriat. Et donc, vous voyez, c'est une stratégie de communication. Ce n'est qu'après avoir balisé complètement ce terrain-là que maintenant le chef de l'État se rend au Nigeria. Et il y a une lecture parallèle qu'il faut faire entre les deux, ou si vous voulez, une lecture de similitude qu'il faut faire entre les deux pour montrer que, attention, il y a une situation, mais il faut aller pas à pas et aplanir donc cette divergence qui, au fond, n'en sont véritablement pas, ne font véritablement pas office de divergence. Cela ne porte pas des empreintes négatives sur les rapports des deux États. Parce que les deux pays, les deux États, sont appelés sont souverains et sont appelés quand même à vivre ensemble. Pour finir sur la question. Bon, moi, je crois que entre l'État béninois et l'État nigérien, il n'y a pas de divergence. Tout à fait. D'autant
plus que les deux régimes, les deux hommes qui sont à la tête des deux nations, prônent pratiquement les mêmes vertus pour l'essor économique de chacun de ces pays. La lutte contre la corruption, ceci, cela, je le vois au Bénin, je le vois au Nigeria aujourd'hui. La question sécuritaire, surtout n'oubliez pas ça. Et quand ça brûle au Bénin, c'est clair que le Nigeria, de part donc le long de ses frontières, ne se sent pas en sécurité. N'oubliez pas la question donc de Boko Haram, qui, vous souvenez-vous des événements malheureux que nous avions vécu la semaine dernière. Quand nous suivons et nous lisons un peu sur les forats, vous constatez qu'il y a des pactes entre donc par exemple, que je prends les chasseurs, excusez-moi. Cela donc, reste on ne va pas revenir sur ça, mais il y a des, comme je le disais, il y a des ethnies de toute qui façon, sont parmi, à cheval, donc il faut sécuriser, il faut des mesures sécuritaires, et c'est une question bilatérale entre les deux États. Il y a aussi la question économique. Vous savez, à tort ou à raison, certains accusent donc, ou accusaient le Bénin donc d'un État de contrebandier. Et il faut donner une suite à ça. Il faut que les hommes au sommet de l'État puissent donc aborder la question et revoir. Souvenez-vous du protocole de Banagri, ici, où il y a beaucoup donc de produits qui étaient manipulés, des choses qui sont volées, ou des cancres qui volaient donc des choses au Nigeria, ramenées au Bénin. Donc, un État ne peut pas servir donc d'insécurité ou de poteau d'insécurité pour l'autre. Et tout ça, ça se règle au niveau bilatéral. Et je crois que tout ceci, le déplacement du chef de l'État, ça fait une pierre à plusieurs coups. Ça a permis aux deux hommes d'État d'aborder plusieurs questions qui entrent d'abord au profit des deux États, mais aussi de la CEDEAO, parce qu'ils vont à un sommet. Donc les deux ont besoin d'aborder les questions qui concernent la CEDEAO tout entière. La question de la libre circulation des personnes et des biens. Voilà autant de sujets qu'ils doivent aborder avant de se retrouver. Puis les frères ne vont pas commencer par se contredire lorsqu'ils vont se retrouver donc dans une grande cour d'une collectivité. La CEDEAO est une collectivité, mais le Bénin et le Nigeria constituent une famille. Tout à fait. Très bien, merci. On va aborder maintenant le second sujet. Notre second sujet, c'est bien cette rencontre. Et des rencontres se multiplient justement pour le retour au calme. C'est vrai que Kaourou, puisque c'est de cette commune que nous parlons, Kaourou a retrouvé son calme habituel. C'est une bonne nouvelle encore pour les transporteurs qui ont vu leur business, attendez, j'adore ce mot ce soir, leur business un peu était au ralenti un peu. C'est une bonne nouvelle, bien évidemment. Effectivement, monsieur le journaliste, avant d'aborder ce second sujet, je voudrais dire un mot sur l'intervention du premier richisme homme africain. C'est normal de l'aborder, qu'on veuille ou pas, il fait la fierté de toute l'Afrique. Il fait la fierté de toute l'Afrique. Et qu'on dise que ce richisme homme aurait dit des choses, puisque je préfère mettre ça au conditionnel, aurait dit des choses sur le Bénin, alors que toute sa cargaison traverse le Bénin. Disons-nous que le Bénin lui est cher. Puisque son intérêt passe toujours ici. Et quand son intérêt traverse un pays, on ne peut que avoir des pensées positives sur ce pays-là. Très bien. On va voilà. Certainement, ce n'est pas le sujet. Je pense bien, c'est certainement que les journalistes qui ont un peu galvaudé un peu ce qu'il a dit. La question des réseaux sociaux. On va pas vraiment. Oui, tout à fait. On va pas aborder ce sujet. Certainement, peut-être on y reviendra au cours d'une autre émission. D'accord. Donc, à propos de ce qui s'est passé au niveau de Tchaourou et de Savè, il faut avouer que la rencontre du chef de l'État avec les têtes couronnées et les personnes ressources de ces deux régions, Savè et Tchaourou, je crois bien, ce n'est que nos prières qui ont été exaucées. Car vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans sortent fraîchement du mois béni.
qu'est le mois de Ramadan. Et chacun de nous s'y est attelé et a mis le béné En prière. en prière, en prélude, dans toutes ces prières, et que à quelques jours de la fin du mois de Carême, la rencontre du chef de l'État et les personnes ressources Les de, sages cette- et de ce- notables, de- de- cadres. de cet endroit a eu lieu hier. Ce n'est que vraiment la joie et que ce n'est que tout ce que les Béninois attendaient. Et à partir d'hier, chaque Béninois a vu vraiment c'est-à-dire a vu la température tomber. L'atmosphère est au bon niveau aujourd'hui. Et surtout, notre monde des transporteurs, c'était un souci quand on te charge et tu sais que tu dois parcourir, tu dois traverser Ces Savé localités. et Tchaourou. Dites-vous, c'est vraiment un souci. Mais à partir d'hier, tous les camions qui ont chargé se sont mis en route à cœur joie. Donc nous ne pouvons que, à travers ma voix, tous les transporteurs remercient le chef de l'État, remercient aussi ces têtes couronnées et ces personnes ressources qui ont accepté, comme dans l'ordre des choses, faire le premier pas vers le chef de l'État pour s'expliquer pour le bonheur de tout le peuple béninois. Et d'ailleurs, ces sages notables et cadres de la commune de Tchaourou ont regretté justement les préjudices causés à Tchaourou, les édifices qui ont été vandalisés, un certain nombre de dégâts, d'énormes dégâts causés. Et ils ont regretté tout cela. C'est un pas vers le dégel. C'est tout à fait cela, Romain. Oui, et quand j'aborde cette question-là, comme je l'ai dit au cours d'un entretien, je dis toujours qu'il faut aborder cette question avec la plus grande sérénité et dépassionner le débat. Vous savez, il y a un adage africain qui dit que on ne regarde pas là où on a renversé ses bagages, mais on regarde plutôt là où on a trébuché. Fin de citation. Vous savez, je dis qu'il faut que les Béninois soient respectueux vis-à-vis d'eux-mêmes. D'où est-ce que nous venons pour en être là où nous en sommes aujourd'hui par rapport à cette situation. Je l'ai toujours dit, Monsieur le Président Patrice Talon n'a jamais voté de loi à l'Assemblée nationale. Ce sont des Béninois, des représentants des Béninois qui ont voté ces lois-là pour lesquelles aujourd'hui nous en sommes là à travers donc le système partisan, n'est-ce pas, qui a été revu à travers donc le fait qu'aujourd'hui il faut moins de partis politiques, toute chose normale, parce que je l'ai dit sur ce même plateau-là, on ne peut pas dans un pays qui se veut respectueux avoir un peu moins de 300 partis politiques. Et vous savez que en cette matière-là, c'est l'ancien président Jacques Chirac qui le disait, je le cite, l'Afrique n'a pas de partis politiques, mais elle n'a que des clubs électoraux. Fin de citation. Et donc par rapport à cette situation, vous avez vu le chef de l'État, la responsabilité du chef de l'État dans cette situation à laquelle nous avons assisté. Malheureusement, sa responsabilité donc est très limitée. Je le dis parce que vous avez vu au finish, c'est lui qui a décanté la situation. Parce que, effectivement, des gens se sont déplacés pour aller le voir. Mais cette situation a eu lieu entre qui et qui? Et le chef de l'État, comme je l'ai dit il y a quelques instants, n'est descendu dans aucune localité pour se battre avec qui que ce soit. Mais il fallait que les Béninois aient la tête sur les épaules pour comprendre davantage la situation. À partir du moment où je ne voudrais faire l'affront à qui que ce soit en disant que si nous avons lu du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, on devrait comprendre que lorsque vous remettez, vous entendez, parce que tout le monde ne peut pas gérer à la fois, et que vous confiez une partie de vos responsabilités à un homme, à un individu, il faut faire confiance en celui-là et comprendre qu'il ne peut que travailler que pour le bonheur des uns et donc des autres, et donc pour le bonheur de tout le monde. Et c'est ce que le chef de l'État a justement fait. Et dans cette situation, vous voyez, et il faut l'écouter, il faut voir la posture dans laquelle il est resté. Hier, quand il a rencontré ces hommes-là, il a fait la part des choses en situant les responsabilités. Et c'est ce que moi j'ai aimé surtout dans cette rencontre-là. Et le deuxième point que j'ai surtout apprécié également, c'est le mea culpa de ces fils-là, de Tchaourou. Et je salue ici leur clairvoyance. Parce qu'on sait toujours quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Et entre des fils
d'une même localité, entre des fils d'une même nation, qu'on s'entretue pour des questions pour lesquelles on est appelé à se revoir demain. Et je dis que ça ne se comprend pas, ça ne s'entend pas, et ça relève ça relève d'une bêtise humaine qui ne dit pas son nom. Parce que si les conditions humaines peuvent nous amener à poser des actes que nous pouvons regretter, à quoi bon faire la différence, les poser, et quelle peut être véritablement la différence entre nous, hommes pensants, et entre les animaux qui sont également pensants, mais qui ne pensent pas de la même façon que nous. Et donc, je voudrais en clair dire que j'ai beaucoup aimé cette rencontre d'hier là, parce que elle a été une rencontre de vérité entre le chef de l'État et les protagonistes, parce que vous avez vu des vérités. C'était une bonne ambiance. C'était une très bonne ambiance. Mais avec des empreintes de gravité aussi. De gravité. Parce que, compte tenu d'un certain nombre de dégâts. Les responsabilités ont été situées. Et c'est en cela que je dis que il faut écouter les uns et les autres, parce que ceux qui ont été mis en cause, leur responsable direct s'est exprimé sur la chaîne française, la Radio France Internationale, où il a décliné la responsabilité disons que du club auquel il appartient, en disant que ce sont des individus qui se sont isolés, qui ont posé des actes. Et donc, il devrait le faire en solennité, et qu'il devrait se réunir et tenir des rencontres et pour le faire. Et donc, vous voyez, la rencontre d'hier a permis aux uns ou aux autres d'être situés davantage sur cette situation. Et c'est cela surtout, parce que c'est cette rencontre de vérité qu'il y a eu hier qui a permis aux uns ou aux autres aujourd'hui de comprendre véritablement que, attention, lorsque vous jetez le bébé avec l'eau de bain, vous faites du tort, parce que soit vous allez chercher le bébé après, et vous vous rendrez compte que vous lui avez fait fracturer quelques membres. Il y a tout de même eu des phrases fortes. L'une de ces phrases, Frédéric Bianzin, c'est bien « Le Bénin est éternel, Kaourou est éternel, les hommes passent ». Mais naturellement, depuis les temps immémoriaux, Dieu, dès lors qu'il a créé le ciel et la terre, il a créé le Bénin, il a créé Kaourou. Ce n'est que le morcellement des colonisateurs qui a pu distinguer le Bénin du Togo, du Nigeria, etc. Sinon, la terre est éternelle. En tout cas, selon notre niveau spirituel. Ça peut évoluer, mais selon ce que nous savons, la terre est éternelle. Et dès lors que la terre est éternelle, le Bénin étant une entité, étant une partie donc de la terre, de la planète, le Bénin est éternel. Maintenant, revenons à la rencontre d'hier. En ce qui me concerne, je vais déjà remercier la délégation qui s'est constituée et qui a posé un pas majeur. Il n'est pas facile de reconnaître son tort. Il n'est pas facile donc d'aller vers. Et je dis, ils ont démontré que la chasse est une activité et que tous ceux qui ont posé des actes et autres sont des frères qu'il faut ramener à l'ordre. Et la preuve est que dès lors que un début de contact a eu lieu à Tchaourou là-bas, entre les frères eux-mêmes, il y a eu déjà un début donc d'apaisement. Je ne voudrais pas que nous continuions à dire Tchaourou, Tchaourou, parce que ce n'est pas seulement Tchaourou qui s'est mêlé à cette situation-là, il y a d'autres communes. Et nous devons éviter, pour participer donc à la décrispation, nous devons éviter de stigmatiser une commune ou bien une localité pour dire Tchaourou, Tchaourou. Parce que nous sommes d'un peu partout. Voilà. Moi-même, je suis de Tchaourou et vous allez vous allez constater que les uns et des autres ont des affiliations. Nous sommes une famille unique. Et donc, je prie tout le monde, même ceux qui nous entendent et ceux qui ne nous entendent pas, de savoir que le Bénin est unique. Nous sommes une nation qui est indivisible. Il y a eu donc de petites tensions dans notre pays. Dieu merci, il y a ceux qui sont les premiers, qui sont sur le premier parallélisme, ont constaté, ont compris qu'il faut mener une démarche. Je dis, c'est déjà très élégant comme démarche. Maintenant, le chef de l'État. Je crois que pour ceux qui le connaissaient, ils ne doivent pas être étonnés de la hauteur, de la grandeur, l'État, un homme d'État. Il a eu tous les caractères qu'il faut pour, en une heure de temps, hier, faire baisser la tension. Oui, il était dans une colère saine.
c'est normal. Et comme l'ami le disait tout à l'heure, ce n'est pas lui n'est pas député. Cette gravité, ce n'est pas dû à une certaine... Ce que le Béninois ne conçoit pas très vite, c'est que les gens oublient que la démocratie, c'est d'abord la dictature de la loi. Donc le chef de l'État, étant un bon démocrate, ayant constaté qu'il y a des lois qui existent, n'a fait que accompagner l'application de la loi. Bon, mais il est le premier, comme tout le monde le sait, il est le premier responsable, le premier citoyen. Quand c'est bon, on trouve que tout le monde a contribué à ce bonheur. Mais quand c'est mauvais, on ne trouve qu'une seule personne. Et on ne trouve que le chef de l'État. Donc, je suis très content que le chef de l'État dise que le Bénin est le Tchaourou est immortel, le Bénin est immortel. Oui, c'est ce qui est d'une vérité indéniable. Maintenant, il a d'autres phrases fortes. Que vous retenez. Je vous jure, que nous retenons. Le président Boni Yayi, et il faut suivre, hein, lui, il est président en exercice. Et il dit, il n'a pas dit l'ancien président, hein, il dit, le président Boni Yayi est mon ami. Oui, le président Boni Yayi est son ami. En toi, moi, j'en sais quelque chose. Le président Boni Yayi est son ami. Saviez-vous qu'au moment difficile de la crise, que le président Talon avait déjà tenté d'aller même au domicile du président Boni Yayi? Oui. Et c'est les conseillers, les mesures sécuritaires qui ont dit non, attendez, n'allez pas, attendons que nous trouvions la formule nécessaire. Sinon, lui-même en tant qu'individu voulait déjà, puisque les deux personnages-là ont de liens très graves. Et que même Dieu seul sait comment il les a mis ensemble, mais nous qui sommes un peu loin d'eux, on ne peut pas apprécier. Quand il dit... Quel regard voulez-vous? Avec quel regard nous allons nous retrouver? Je veux aller à Tchaourou, aller donc n'importe où au Bénin, manger avec qui je veux. C'est des propos forts. Et qu'en même temps, un comité a été mis en place qui a commencé son travail. Et c'est dans cet élan que ce comité s'est rendu chez le président Boni Yayi aujourd'hui. On va revenir sur ces quelques aspects, mais en attendant, je voudrais que nous puissions suivre maintenant, revisiter certains de ces propos lors de cette rencontre entre le chef de l'État, le président Patrice Talon, et la délégation des sages et notables de Tchaourou. C'est avec émotion que je vous reçois, avec grand intérêt. Et je voudrais sans protocole vous exprimer formellement la bienvenue, vous dire combien votre demande de cette rencontre m'a fait plaisir et combien j'étais impatient de vous rencontrer. L'initiative étant de votre mérite, je vous en félicite. Notre pays est un beau pays. La grandeur de l'homme, c'est d'être capable de dépasser les événements les plus difficiles et de pouvoir se retrouver, de pouvoir se parler pour continuer de vivre ensemble en harmonie. Et c'est pour ça que votre démarche est extraordinaire et vous honore. Monsieur le Président de la République, la présente audience que nous avons sollicitée fait suite aux graves incidents survenus à Tchaourou les 27 et 28 avril, puis les 7, 8, 9 et 10 juin 2019, qui ont occasionné des blessés, d'importants dégâts matériels sur les biens privés et publics, le traumatisme et la psychose de peur ayant conduit à la paralysie des activités économiques et ses corollaires. Tchaourou est sous le choc et s'interroge. Nous sommes ici devant votre haute autorité pour exprimer nos regrets pour les préjudices et désagréments engendrés par ces événements. Monsieur le Président de la République, il ressort du compte-rendu de la délégation dépêchée sur le terrain des préoccupations exprimées par les différentes couches rencontrées relativement à la situation de l'ancien président Boni Yayi, aux mesures au profit des personnes ayant subi des préjudices suite aux différentes violences, aux mesures sollicitées au profit des concitoyens en détresse.
Monsieur le Président de la République, aussi déplorons-nous les événements malheureux survenus à Cotonou le 1er et 2 mai 2019. Au regard de la gravité de ces événements, nous venons très respectueusement implorer votre clémence à l'endroit de toutes les personnes en détresse suite aux 10 événements. Au total, nous voudrions solliciter très respectueusement de votre autorité la prise de mesures fortes en vue d'une détente au profit de nos concitoyens en détresse suite aux différents événements évoqués plus haut pour une décrispation générale. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer de notre gratitude et reconnaissance pour l'attention particulière qu'il plaira à votre haute autorité d'accorder à cette doléance. Qu'est-ce qui a pu nous arriver tant que ça pour qu'on brûle des maisons de gens avec qui on a vécu toute la vie? J'ai été très en colère contre les personnalités, les cadres, les responsables de cette belle cité Ketchaourou qui, pour certains, ont laissé faire, d'autres ont été instigateurs. Au-delà de la colère, j'en ai éprouvé de la honte, de la souffrance. C'est avec beaucoup de peine que les 4 derniers jours difficiles des événements ont dû voir les forces armées intervenir pour rétablir l'ordre. Parce que ce n'est pas leur rôle. Il y a eu des dégâts humains malheureux. Mais le pire, c'est la défiance, la méfiance que ces événements sont capables d'instaurer entre nous. C'est ce qu'il y a de plus grave. Comment allons-nous continuer de vivre ensemble en confiance après de tels événements? C'est ça le défi que nous devons relever ensemble. Être capable d'oublier ce qui s'est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il est pertinent de savoir qui a tort, qui a raison? Nous sommes des frères et sœurs. Vous avez dit tout à l'heure dans votre message, vous avez sollicité la clémence pour ceux qui sont en détresse. La clémence qu'on sollicite, c'est à l'endroit de ceux qui sont en tort, de ceux qui sont reprochables, de ceux qui se reprochent quelque chose, de ceux qui ont peut-être mal fait quelque chose, à tort ou à raison, pas ceux qui sont en détresse. Celui qui est en détresse et qui a mal agi va demander la clémence pour sa mauvaise action et non pour sa détresse. Retour sur ce plateau. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt Rabiou Gaba, le président, et également le porte-parole de la délégation. Ce sont des choses que nous avons commencé par le dire. Tout de même, le chef de l'État a relevé un certain nombre de choses. Comment allons-nous vivre ensemble après de tels événements? Merci, monsieur le journaliste. Il faut avouer que, à entendre le chef de l'État, mon état d'âme a changé. C'est-à-dire, mon humeur a reçu un coup parce que le premier magistrat s'exprimer de cette manière prouve une fois encore combien de fois cette situation l'a préoccupé. Combien de fois cette situation l'a préoccupé. Pour certains, il faut voir les gens dans une situation de détresse, dans une situation vraiment je sais pas, mais à entendre le chef de l'État, ça a été tout le temps que cette situation a perduré, ça a été un souci pour lui, comme ça a été un souci pour tous les Béninois. Donc, une fois encore, le chef de l'État vient de dire, après cette rencontre, comment nous allons, tous les Béninois, aller reprendre leur manière de vivre comme si rien n'était. C'est ça la question.
En tout cas, au niveau... Il dit c'est le défi. C'est ça le défi. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont mêlés à cette situation, de près ou de loin, de prôner la paix, d'être l'artisan de paix, car le Bénin, on identifie les Béninois à travers deux choses, la paix et la démocratie. La paix et la démocratie. Ailleurs, hors du territoire, quand vous rencontrez d'autres Africains, vous échangez, vous venez d'où? Vous dites, je viens du Bénin. Bénin, ça se situe où? À côté du Nigeria. Ah, à côté du Nigeria. Ah, le pays où la démocratie est en marche, où l'alternance est en marche. Donc, c'est un prix que chaque Béninois doit tout faire pour sauvegarder. Donc, à partir d'hier, comme je l'ai dit, en tout cas à notre niveau, nous transporteurs, sudistes comme du Nord, le brassage habituel est là, a repris comme d'habitude. Et nous souhaiterions aussi, dans la vie quotidienne, dans chaque activité, que cela soit vraiment de mise pour que cette identité qu'on reconnaît au Bénin, que nous puissions vraiment sauvegarder cela. Très bien. Abel Dako, c'est un défi. Comment allons-nous vivre désormais ensemble après de tels événements? C'est le défi, c'est le nouveau challenge, mais au-delà, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut. Et dans la démarche du chef de l'État, et Frédéric a commencé par le dire, il y a tout de même un comité de 5 personnes pour le suivi. Et donc, on n'est pas qu'à la parole, on est dans les actes. C'est justement cela, et c'est pourquoi j'avais commencé par le dire, c'est une situation que le chef de l'État maîtrise très bien. Vous l'avez vu, très détendu. Il n'a pas écouté sur place un ministre lui faire un compte rendu, il n'a pas écouté un conseiller. Mais je vous l'ai dit, et il n'a pas dit « je n'étais pas au courant ». Quand vous l'écoutez, on sent que c'est quelqu'un qui a suivi de bout en bout la situation. Le grand défi aujourd'hui, vous avez commencé par le notifier également, il a mis en place un comité, et ce comité-là a commencé par agir aussitôt. Parce qu'au-delà de tout, et c'est en cela que je dis que c'est un grand monsieur. Vous voyez, on a dit que quelqu'un est allé essuyer une deuxième fois encore le refus d'aller rendre visite à son homologue ou à son successeur, etc., etc. Mais pourtant, cette délégation a eu accès au domicile du président Abouni Yahi et est allé s'enquérir de ces nouvelles et l'a écouté également comme cette délégation en ferait pour tous ceux qui normalement seraient impliqués dans cette situation-là. Et donc, dans la recherche des solutions, ouais, le chef de l'État a déjà balisé le terrain et ils les ont renvoyés à leur propre conscience. Il a renvoyé la délégation à sa propre conscience. Il dit que la clémence, ce n'est pas par rapport à lui-même, celui qui a posé un acte. Il faut qu'il demande une clémence vis-à-vis de sa propre personne, vis-à-vis de sa conscience. C'est très important. À partir du moment où vous-même, vous savez que vous êtes acteur de ci et de ça. Et c'est en cela que les Béninois, parce que Frédéric le fait aussi bien de dire, il ne faut pas qu'on stigmatise davantage une situation, ne pas enfoncer davantage le couteau dans la plaie. Il faut qu'on se sente tous Béninois et que chacun, en ce qui le concerne, travaille à ramener la paix dans le pays. Parce que, vous voyez, il y a une très belle caricature que quelqu'un a faite de la situation. C'est la tête qui semble être souffrante. Et vous savez, dans l'organigramme de notre corps, quand la tête est malade, c'est que tout le corps est malade. Si le nord du pays ne se porte pas très bien, c'est que le Bénin ne se porte pas très bien. Et ça n'arrangerait qui que ce soit que la situation perdure. À partir du moment où c'est une initiative propre des fils de la localité et donc des Béninois. Parce qu'au-delà donc de ces fils-là, il faut voir des Béninois. Parce que dans ce reportage que nous avons tous suivi, et on a suivi l'intégralité hier également, après cette rencontre-là, il n'y a aucune autre nationalité parmi ceux qu'on a vus. Ce sont des Béninois. Et il faut voir donc que ce sont des Béninois et qu'à partir d'aujourd'hui, chacun se dise, attention, il faut que je travaille à ramener la paix dans mon pays. Moi, j'ai pour coutume de le dire, l'ailleurs n'est pas chez soi.
et on n'est jamais mieux que chez soi-même. Très bien. Le chef de l'État qui prend tout de même la responsabilité de demander le pardon du peuple béninois, alors que on a vu quand même un certain nombre de choses, on a entendu certains propos aussi, Frédéric Benzin. Oui, merci. Je pense que les Béninois doivent apprendre à mieux connaître leur président. Nous devons faire un effort pour mieux cerner le personnage du président Talon. Vous avez l'impression que nous ne le maîtrisons pas assez? Oui, nous ne le maîtrisons pas assez et c'est pour ça que des commentaires désobligeants, des prêtes d'idées ou de pensées nous animent au quotidien. Vous savez, c'est un président qui est prêt à te dire la vérité même si tu dois en mourir d'abord. Et il faut constater que même dans son message hier, il a dit la vérité, il a livré la vérité. Et je suis sûr que pendant qu'il parlait, il a des gens parmi cette délégation qui doit, à un moment donné, peut-être à une parenthèse de seconde, doit se sentir interpellé. Et puis, il revient maintenant à son droit, à son devoir de réconcilier les Béninois. Quelles que soient les divergences, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'humeur ou ce que nous avons comme souci, nous avons l'obligation de nous réconcilier. Parce que lui, il a prêté serment de garder un Bénin uni, d'entretenir l'unité nationale, de travailler au quotidien pour que chaque Béninois se sente à l'aise. Alors, dans ce désordre que nous observons tous les jours, toute société divisée porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Et elle ne va vivre que la mendicité, elle ne va vivre vraiment que des faits graves. Alors, la problématique étant posée, le chef de l'État interpelle les consciences de l'ensemble des Béninois. Ce qui se passe aujourd'hui à Savé, à Chaourou, à Clibor ou autre, ça peut se passer à Boycon, à Bomé ou Porto-Novo. Ça n'aura que les mêmes résultats, ça n'aura que les mêmes retours. Alors, chers frères et sœurs béninois, travaillons à ne pas nous entre-déchirer. Travaillons à maintenir la société de sorte que demain, nous puissions avoir la possibilité de nous regarder, de manger les uns avec les autres, de discuter et de vivre en harmonie. Mais au-delà de cela, nous, les hommes politiques, et là je reviens à nous autres, notre monde, combien d'hommes politiques a connu la mort, s'est retrouvé à l'hôpital, peut-être pas blessure. Au contraire, nous, les hommes politiques, et surtout nos frères d'en face, ont pris le président Boni Yayi en otage. Au fait, c'est eux qui ont pris le président Boni Yayi en otage. Et quand ça a commencé par dégénérer, tous se sont allés s'asseoir. Honnêtement, je ne sais pas qui vit cette difficulté si ce n'est pas la population, les pauvres paysans, les pauvres chasseurs, les pauvres citoyens, des pauvres qui quittent le sud pour aller au nord, pour aller se chercher leur quotidien. Les transporteurs, c'est eux qui souffrent le martyre aujourd'hui. Les hommes politiques, nous sommes où? Nous ne nous retrouvons nulle part. Et c'est pour ça que le chef de l'État aussi, au nom même des hommes politiques, puisque cette situation, elle est créée par qui? Par nous, les hommes politiques. Et en tant que premier citoyen béninois, il a interpellé aussi dans son message notre conscience politique. Ces appels que nous lançons, ces phrases que nous lançons, ces défis que nous lançons là, finalement, qui en font les frais. Alors, ayons la persévérance de nous tenir à l'énergie nécessaire devant n'importe quelle situation. Et ce message-là, c'est un message très fort. Très fort. Et chacun doit faire de ce message le sien. Pour que, à partir de l'instant, tout le monde travaille à la décrispation, au dégel de la situation, pour que, enfin, et comme nous en avons l'habitude, nous nous asseyons, nous discutons pour aller de l'avant, pour que vive le Bénin. Très bien. Et véritablement, ce qui a à dire aujourd'hui, c'est que la mission confiée par le chef de l'État à cette délégation, la mission a commencé aujourd'hui déjà. La délégation était donc au domicile de l'ancien président de la République, Boni Yayi. Cette délégation a reçu un message de la part de l'ancien président pour le président Patrice Talon. On pourrait
tout de même espérer que nous puissions retrouver notre quotidien habituel et que nous puissions nous retrouver dans une ambiance comme des jours ordinaires, des jours où on ne connaissait pas ces difficultés-là. Et donc, on pourrait toujours espérer que les choses puissent aller comme voilà, les années antérieures. Oui, merci, monsieur le journaliste. Comme vous l'avez suggéré, cette rencontre a décrispé l'atmosphère. Et une fois encore, merci à toutes les confessions religieuses, car cela n'a pas été possible sans La prière. la prière. Et c'est en cela que nous parlons du génie béninois. Je reviens fraîchement du petit pèlerinage Umrah. Tous les Africains, même les pays maghrébins que nous avons rencontrés, quand on se présente, on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? On dit, non, par la grâce de Dieu, la paix qu'on connaît en nous reviendra. Donc, il y a juste quelques jours, nous voici vraiment à une décrispation de la situation. Et ce n'est pas la fin. Que la même ferveur que les confessions religieuses ont eu au moment difficile, qu'on continue de prier pour que le Bénin aille toujours de l'avant, que le Bénin surprenne les autres pays qui attendent entendre que ce qui s'est passé à tant tel pays arrive au Bénin pour qu'on dise oui, ça c'est l'Africain, ça. Donc le Bénin a toujours marqué la différence et nous souhaiterions vraiment qu'il en soit ainsi, car, chers journalistes, il faut avouer que nous ne souhaitons pas voir, nous ne souhaitons pas vivre ce que d'autres ont vécu, car nous avons eu la chance de vivre un peu vers la Libye, l'Algérie, le Niger, le Nigeria, nous savons. Donc sur ce, bon, je ne sais le pas Bénin, si c'était une chance. Hein. Oui, non, oui, de vivre de l'autre côté et voir un peu quand ça arrive, dans quel état, les gens se retrouvent. Donc sur ce, les Burkinabés, les Nigériens nous ont dit, arrivez au pays, dites aux Béninois, quand ça arrive, nous comptons beaucoup sur le Bénin. Ça, c'est sincère. Nous comptons sur le Bénin. Dans la sous-région, c'est le seul pays où nous pensons que nous pouvons retourner, nous pouvons vivre sans problème, sans histoire. Donc, consolidons cette paix pour que notre identité, l'identité qu'on connaît en nous, ce n'est pas seulement le nom béninois, mais la paix et la démocratie, l'alternance nous identifient, nous caractérisent hors du territoire. Très bien. Abel Dako, il y a tout de même, vous aviez dit que c'est une rencontre de vérité. Et justement, le chef de l'État en a profité pour dire que défier les forces de sécurité et de défense publique, défier les institutions de la République, cela met mal à l'aise, par exemple, notre stabilité. Cela pourrait être un obstacle à la consolidation de nos acquis. Les mots pour le dire, elles sont assez clairs. Parce que, comme le dirait Boileau, ce que l'on conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent assez aisément. Il ne peut en être autrement. On ne peut pas défier. Et j'avais commencé par le dire sur ce plateau ce soir, en rappelant donc le contrat, le pacte social que nous avons signé. Si on s'entend pour confier une grande partie de nos responsabilités à un homme, à un individu, à un seul individu, il va de soi que nous avons confié nos responsabilités, y compris celles ayant trait à la sécurité. On ne peut pas se permettre dans un pays qui se veut être démocratique affronter les institutions parce que justement les forces de l'ordre constituent derrière, il y a toute une institution qu'il faut respecter, qu'il faut vénérer. Si on se permet de défier les forces de sécurité et de maintien de l'ordre, c'est qu'on défie l'autorité de l'État.
parce que ceux-là étaient en mission républicaine. Ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas s'admettre. Et le chef de l'État a bien fait de le rappeler. Vous avez vu dans le visuel que nous avons suivi tout à l'heure, il y en a qui, Benzin l'a dit tout à l'heure, il y en a qui acquiesçaient de la tête pour dire donc ce que le chef de l'État disait. Il se retrouvait, comme il l'a dit tout à l'heure, parce que c'est une délégation qui vient de nos frères, une délégation dans laquelle nous avons donc nos frères. Et c'est des gens qui sont d'accord que ce que le chef de l'État est en train de dire est juste. Au moment où les faits se passaient, certainement, d'aucuns ne voyaient pas quel pouvait être l'impact. Ça ne se fait pas. En peu de mots, disons que ça ne se fait pas. Défier des forces de l'ordre et de sécurité. Vous avez vu quelqu'un ironiser sur les réseaux sociaux, se comporter comme cela, alors que vous n'avez même pas les moyens qui sont égaux par rapport aux moyens que les autres utilisent. L'autre l'a ironisé sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, excusez-moi d'utiliser l'expression sur le plateau ici, est-ce que ça ne relève pas de la sorcellerie? Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. Frédéric Benzin, pour finir. Merci. Je pense que nous n'allons pas quitter ce plateau sans avoir une pensée pour des sœurs et des frères qui, dans cette parenthèse d'incompréhension nationale, ont perdu leur vie. C'est regrettable, mais dans l'histoire, dans l'écriture de l'histoire d'une nation, il y a toujours donc des patriotes, des héros, et qui naturellement jouent ce rôle. Nous regrettons leur disparition et nous prions le bon Dieu de leur accorder une terre légère. Ne pas avoir une pensée pour eux dans ce type de débat serait très très mal vu et mal apprécié. Très bien. Je voudrais aussi, pour finir, demander à nous, hommes politiques, de savoir raison garder. Et de savoir que la tête peut être toujours froide, même si le corps est chaud, et de ne pas conduire notre pays vers un désordre, de collaborer, de participer, de travailler à ce que, demain, tout Béninois ou toute Béninoise se sente heureux ou heureuse donc dans son pays. Je vous remercie. Très bien, merci. Rabi Gaba, pour finir, 30 secondes. Merci, monsieur le journaliste. Une fois encore, je voudrais attirer l'attention de tous les Béninois que l'histoire est là. Le brassage ethnique nous oblige à être artisans de la paix. Car vous allez à Abomey, vous verrez une bariba dans l'une des maisons, d'une des collectivités à Abomey. Vous allez à Niki, vous verrez une adja dans l'une des foyers. Vous allez dans le monopole de l'Okosa, vous verrez une somba dans l'une des maisons des Kotafon ou des Aoussa. Sur ce, nous avons le devoir de consolider la paix. Et je profite de l'occasion pour dire que les réformes que le chef de l'État est en train de dérouler, surtout dans notre secteur transport, est salutaire. Car il y a quelques années passées, vous nous voyez défiler sur toutes les chaînes, en nous entre-déchirant. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez constaté, nous faisons des années même sans venir sur le plateau, si ce n'est pas vous qui nous invitez. Cela veut dire que ces réformes sont en train vraiment de porter leurs fruits et nous souhaiterions qu'ils continuent pour que dans chaque secteur, on puisse vraiment connaître un développement. Très bien, merci. Abel Dako. Oui, le job qui est le nôtre, vous et moi, d'appeler les uns et les autres à l'apaisement, à travailler à la consolidation de la paix. On ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez à travers nos écrits, à travers nos propos sur les plateaux et même à travers nos publications sur les réseaux sociaux, que ce soit des publications qui contribuent véritablement à la paix. Car, comme le dirait John Kennedy, je le cite,
sur le banc de l'histoire, chacun répondra de ses actes. Fin de citation. Merci infiniment à vous. Merci beaucoup à vous, Abel Dako, correspondant FM Liberté, Chicago. Merci pour la disponibilité pour cette participation aux échanges de ce soir. Merci à vous, Elhadj Rabiou Garba. Rabiou Garba qui parle très bien fond. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric Bianzin, acteur politique. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de cette émission spéciale que nous vous avons, en fait, ce soir. Merci de rester toujours fidèles au programme de ETélé.